Alors aujourd'hui, le café scientifique, le sujet est le cancer du sein chez les jeunes femmes. D'entrée de jeu, là, qu'est-ce que c'est une jeune femme? On va faire une définition. Non, on se sent tous jeunes. Mais il a bien fallu faire une coupe quelque part. Alors c'est dans toute notre littérature à nous, c'est moins de 40 ans quand on parle du cancer du sein chez les jeunes femmes. C'est arbitraire, mais en même temps, c'est que les préoccupations des patientes de 40 ans convergent tous vers les mêmes choses, c'est-à-dire l'image corporelle, évidemment, la famille, avoir des bébés, avoir aussi une préservation de la fertilité, préserver la lactation, si on veut, allaiter, la sexualité. Alors, toutes ces préoccupations-là sont présentes chez ces patientes-là, chez ces femmes-là, et soudainement, elles ont un cancer du sein. Là, leur vie bascule. Alors, on sait que le cancer du sein, c'est quand même le cancer qui, en incidence, est le plus fréquent. Est-ce que celui, lorsqu'il survient en bas de 40 ans, est-ce que c'est fréquent? La réponse, c'est non. Ça n'est pas beaucoup de personnes, mais ça a un impact sur toute la famille parce que ce sont de jeunes patientes qui commencent dans leur vie de femme. Alors, quel est le pourcentage? Pour un ordre de grandeur, comme à Saint-Sacrement, on a autour de 1000 nouveaux cas de cancer du sein par année. C'est autour de 40 qu'on traite à peu près. Ce qui veut dire que c'est autour de 4% de tous les cas de cancer du sein sont des femmes de moins de 40 ans. Alors, on va commencer par le docteur Bazik. Docteur Bazik, comment on diagnostique un cancer du sein chez une jeune femme de moins de 40 ans? En fait, il n'y a pas de dépistage à cet âge-là. Non, en effet, chez les jeunes femmes, il n'y a pas de dépistage. Les mammographies ne sont pas faites parce que les seins sont trop denses, donc on verrait de toute façon rien ou très peu. Alors, souvent, le cas, c'est il n'y a pas de dépistage. Si une jeune femme vient nous voir avec une bosse qu'elle a palpée ou son conjoint a palpé, et l'histoire commence de cette façon. Ceci mène ensuite à d'autres investigations, par exemple une échographie et ensuite une biopsie de cette masse-là, c'est-à-dire on prend un petit morceau, on analyse en pathologie pour voir ce que c'est. La plupart des bosses chez les jeunes femmes ne sont pas des cancers du sein, et on s'entend bien, c'est évident, mais effectivement, il y en a qui le sont, et c'est un diagnostic qui n'est pas facile du tout pour le médecin, pour vraiment trouver la bonne voie pour mener au diagnostic du cancer du sein. Mais dans tous les cas, il faut d'abord qu'il y ait une biopsie à travers la peau. Oui, effectivement. C'est de cette façon-là qu'on va savoir pour certains si c'est un cancer du sein. Il y a des caractéristiques qu'on peut voir à l'échographie, parfois à l'examen, mais ces choses-là ne sont pas aussi sécures que la biopsie qui doit être faite. Est-ce que les traitements, là, ça fait des années qu'on fait des études pour savoir quel traitement est le meilleur? Est-ce que c'est enlever le sein? Est-ce que c'est enlever une portion de sein? Dans quel cas? Est-ce que toutes ces études-là peuvent s'appliquer aux patientes de 40 ans? Est-ce que le traitement est différent lorsqu'on a une patiente de moins de 40 ans avec un cancer du sein? En général, le traitement n'est pas différent. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs composantes du traitement. Il y a la composante, disons, locale, ce qu'on fait avec le sein. Il y a aussi la composante, disons, ce qu'on appelle systémique, pour être certain qu'il n'y arrive pas de ce qu'on appelle des métastases, c'est-à-dire que le cancer se propage ailleurs. Alors, pour ce qui est du sein, c'est la chirurgie qui est préconisée et c'est le même type de chirurgie qui se fait chez les femmes moins jeunes. Donc, d'habitude, une tumorectomie, on enlève la bosse et du sein autour. On peut parfois faire une mastectomie si le sein est petit, si la tumeur est assez grosse. Et ensuite, on a d'autres traitements aussi. La radiothérapie est donnée pour le reste du sein, pour le sécuriser aussi. Et il y a des traitements, ce qu'on appelle les traitements systémiques, la chimiothérapie, les pilules contre les hormones qu'on peut donner aussi. L'ordre de ces traitements varie. Parfois, il y a un avantage à donner les traitements comme la chimiothérapie avant la chirurgie pour diminuer la bosse, que la chirurgie devienne plus facile ou qu'on puisse éviter la mastectomie, par exemple, totale. Vous voulez dire des traitements de chimiothérapie, donner les traitements avant l'opération plutôt qu'après? Exact, oui. Donc, puisque les cancers du sein on peut, disons, diagnostiquer à un stade un peu plus gros parce qu'il n'y a pas de dépistage, donc
ils sont en effet les bosses sont plus grosses, donc en effet, les chirurgies sont plus extensives. Donc, parfois, dans ces cas-là, si on donne la chimiothérapie avant la chirurgie, on peut diminuer les cancers du sein, parfois les même faire fondre complètement. Quand vous dites qu'il n'y a pas de dépistage, en fait, c'est parce que c'est tellement pas fréquent que ce serait inutile de faire le dépistage aussi. Oui, c'est aussi pour cette raison que c'est peu fréquent, c'est très rare, c'est 1 sur 250 femmes. Et aussi, comme je disais tantôt, la mammographie ne marche pas et les autres examens ne sont pas assez bons non plus pour faire ce dépistage. Donc, il faut juste être alerte comme femme avec les signes, les symptômes que l'on peut avoir. En effet, chaque nouvelle bosse au sein doit être vue par le médecin. Vraiment doit être investigué et évalué. Une déformation ou quoi que ce soit. Une déformation du sein, une rougeur du sein. Les cancers du sein ne sont pas douloureux d'habitude. Donc, il ne faut pas attendre à ce qu'une douleur s'en vienne ou dire que « oh, ça fait pas mal, donc c'est correct » ou « ça fait mal, et alors c'est mauvais, ça fait pas mal, c'est correct ». Non. Souvent, on aimerait ça que le cancer du sein fasse mal parce que le réflexe des gens, lorsqu'on a mal, c'est qu'on veut aller tout de suite voir le médecin, ce qui n'est pas le cas pour le cancer du sein. Merci, Dr. Bazik. Dr. Simard, on parle tantôt qu'on a la surprise d'avoir un cancer à 35 ans. Est-ce que il y a des facteurs de risque qu'on pourrait considérer qui pourraient nous aider à suivre certaines patientes plus que d'autres? On sait que parfois, une femme peut être atteinte d'un cancer du sein, puis on ne voit pas habituellement de facteurs cette femme-là a une vie saine, elle fait de l'exercice, elle a une bonne diète, et on se demande pourquoi ça peut frapper cette femme-là plutôt qu'une autre. Les recherches vont nous permettre de mieux comprendre dans le futur, mais déjà, on sait qu'il y a certains gènes, l'hérédité peut avoir une influence. Donc, un des facteurs de risque qu'il faut tenir en considération, c'est l'histoire familiale. Et ça, aussi bien la présence de cancer du sein du côté de la mère, donc du côté maternel, que du côté paternel. Donc, il faut s'informer si les tantes du côté paternel ou les cousines du côté paternel aussi ont eu des cancers du sein. Et ça, cette information-là est importante à mentionner à son docteur. Une fois qu'on a cette information-là, il faut aussi regarder l'âge d'apparition du diagnostic de cancer du sein. Une bonne indication qu'un gène est impliqué ou une mutation dans un gène plutôt est impliquée dans la prédisposition au cancer du sein, c'est lorsque les cancers du sein sont diagnostiqués à un jeune âge, habituellement avant 50 ans. Donc, si un cancer du sein était diagnostiqué, par exemple, chez votre mère à 75 ans, c'est moins inquiétant que s'il a été diagnostiqué à 45 ans ou à 40 ans. Donc, ça, c'est un autre facteur à tenir en ligne de compte. On sait aussi que plus il y a d'individus atteints dans la famille, plus ça suggère la présence d'un facteur héréditaire. Donc ça, c'est l'autre composante qu'on doit tenir en ligne de compte aussi. Pour les gènes qu'on a découverts au niveau international il y a environ 20 ans, les fameux gènes qu'on appelle BRCA1 pour Breast Cancer 1 et BRCA2, on sait que ces gènes-là se retrouvent dans environ, grosso modo, une femme sur 400. Donc, ce n'est pas fréquent. Mais lorsqu'on a plusieurs cas dans la famille, lorsqu'il y a la présence aussi parfois de cancer de l'ovaire, qui est une indication, là, dans les cliniques spécialisées, dans les centres hospitaliers universitaires, presque une femme sur 4 va être porteuse d'une de ces mutations-là, lorsqu'il y a une histoire familiale chargée. Donc, c'est certains indicateurs qui peuvent nous aider à l'heure actuelle pour les gènes BRCA1, BRCA2. Fait qu'en fait, on peut rassurer une patiente qui est la seule, qui a 73 ans, puis qui demande, est-ce que j'ai 5 filles, est-ce que ça augmente beaucoup le risque que moi je l'ai? Bien, si on parle de chiffres, c'est toujours des données qui ne sont pas faciles à saisir, les probabilités, les statistiques. On sait que ça ne s'adresse pas à un individu. Jamais une probabilité s'adresse à une femme en particulier, elle s'adresse à la population en général. On ne peut pas savoir une femme en particulier, son risque précisément de la sorte. Toutefois, on dit que lorsqu'il y a un cas dans la famille, ça double le risque de cancer du sein. Et on sait que si le cancer du sein est plus jeune, bien là, ça peut augmenter légèrement un peu plus. Mais est-ce que doubler le risque de cancer du sein est suffisant? Grosso modo, une femme, la probabilité de développer un cancer du sein avant 60 ans, c'est 4 %. Donc, ça veut dire que 96 % des femmes ne développeront pas de cancer du sein avant 60 ans. Donc, de doubler le risque, ça veut dire qu'il y a 92 % des femmes qui ne développeront pas de cancer du sein. 8 % qui le développeraient. Donc, ça, c'est pour ça que c'est important et c'est un aspect de notre recherche. C'est qu'on veut améliorer les outils de prédiction du risque pour que ça devienne beaucoup plus simple d'utilisation, beaucoup plus facile à comprendre
tout ce jargon-là médical et de probabilité pour arriver avec, par exemple, un dépistage personnalisé, donc en fonction du risque d'une femme individuelle. On souhaite que ce soit bientôt. Docteur Lemieux, souvent on entend dire le cancer chez une jeune est vraiment plus agressif qu'un cancer chez une patiente un peu plus âgée. Est-ce que c'est le cas? Effectivement, de façon globale, en moyenne, les cancers du sein chez les femmes de moins de 40 ans sont plus agressifs et ont moins bon pronostic que les cancers du sein chez les femmes de plus de 40 ans. Cependant, c'est en grande partie explicable par le fait que la répartition des sous-types est différente chez les patientes plus jeunes versus les patientes plus âgées. Dans notre jargon médical, on classe de façon grossière les cancers du sein en cancers du sein qui ont des récepteurs hormonaux positifs, des cancers du sein qui ont une mutation au niveau une surexpression au niveau du HER2, qui sont des cancers plus agressifs, et des cancers du sein qu'on appelle triple négatifs, donc qui sont négatifs pour le HER2, négatifs pour les récepteurs hormonaux. Donc, ces deux derniers sous-types-là, le cancer du sein triple négatif et HER2 positif, sont plus agressifs et ont moins bon pronostic. Et on remarque que chez les patientes de moins de 40 ans, il y a plus et de façon significative de ces sous-types de cancers-là, d'où le fait qu'en général, les patientes jeunes ont un moins bon pronostic. Mais stade pour stade, c'est à peu près semblable. À peu près semblable, effectivement. Et ça se traite. Effectivement. OK. Dites-moi, on donne de la chimiothérapie souvent chez nos patientes jeunes, mais pas toujours. On a quand même des outils qui nous permettent d'éviter parfois de la chimiothérapie ou d'en donner à des patientes plus spécifiquement. Elles ont des effets secondaires, ces traitements de chimiothérapie-là. Est-ce que il y a, du côté, par exemple, la ménopause, est-ce qu'elle peut arriver plus précocement à cause de ces traitements de chimiothérapie? Il est certain qu'une femme qui reçoit de la chimiothérapie, ça peut affecter ses menstruations, ça peut affecter sa fertilité. Les chances de devenir ménopausée varient selon l'âge de la patiente et la chimiothérapie qui est utilisée. Donc, plus la femme avance en âge et s'approche de son âge naturel de ménopause, et selon la chimiothérapie utilisée, bien, plus ses risques de devenir ménopausée augmentent. Donc, une patiente qui reçoit une chimiothérapie à 39 ans a plus de chances d'avoir un arrêt des menstruations que si elle la reçoit à 25 ans. Cependant, une patiente qui reçoit de la chimiothérapie peut avoir un arrêt des menstruations pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, puis oups, ça peut reprendre. Et à l'inverse, elle peut continuer ses menstruations, puis au lieu d'être ménopausée à 51 ans, elle va l'être à 45 ans. Donc, c'est difficile de prédire quelle patiente va être ménopausée ou non, mais certainement qu'une proportion non négligeable peut avoir un arrêt des menstruations là, avec la chimiothérapie. Lorsqu'il y a un arrêt des menstruations, est-ce que ça veut dire qu'elle ne peut pas avoir de bébé puis qu'elle n'a pas besoin de se préoccuper de sa contraception? En fait, une personne peut avoir un arrêt des menstruations, mais quand même ne pas être ménopausée de façon complète, donc avoir une ovulation et pourrait, par exemple, devenir enceinte pendant la chimiothérapie. Donc, c'est très important. On avise les patientes de prendre un moyen de contraception pendant qu'elles reçoivent la chimiothérapie. Si une patiente a eu un cancer du sein, elle l'a eu jeune. Elle avait, vous savez, on fait nos enfants après nos études, souvent on a 30 ans, puis on pense, là, et tout d'un coup, un cancer du sein arrive. Est-ce que ça veut dire que cette patiente-là ne pourra jamais tenter d'avoir une grossesse? Non, puis effectivement, on le voit de plus en plus parce que l'âge de la première grossesse est retardé. Alors, les patientes qui ont un cancer du sein qui désirent avoir une grossesse, on peut leur dire que les études démontrent qu'il n'y a pas d'augmentation du risque de récidive parmi celles qui vont finalement avoir une grossesse, donc c'est quand même rassurant. Cependant, on doit aviser les patientes que si elles ont une grossesse, à ce moment-ci, elles peuvent ne pas avoir de métastases, mais on ne peut pas prédire si dans 5 ans, elle va avoir des métastases ou non. Donc, la patiente doit être confortable avec l'idée de savoir que c'est possible dans les prochaines années que, malgré tout, elle développe une récidive de son cancer, même si c'est peu fréquent. Il faut aussi tenir compte que les patientes qui ont des récepteurs hormonaux positifs, comme on le disait tout à l'heure, elles vont prendre un médicament, un anti-hormone, la plupart du temps le tamoxifène, qui est contre-indiqué pendant la grossesse et qu'il ne faut pas prendre quand on veut devenir enceinte parce que ça peut causer des malformations. Donc, si une femme veut devenir enceinte, on doit arrêter cette médication-là avant de tomber enceinte et pendant toute la durée de la grossesse et si la patiente veut allaiter. Donc, il est certain qu'il y a un arrêt du traitement qui est fait pendant la grossesse. Merci. Madame Paquette, vous avez eu à 34 ans un cancer du sein, non seulement de un sein, mais de 2 seins.
vous avez eu des traitements multiples. J'aimerais que vous nous disiez un peu comment on passe à travers une période semblable. Quand je repense à cette période-là, c'est une des pires de ma vie. Apprendre qu'on a une probabilité de 2 cancers, j'avais jamais entendu que c'était possible de vivre ça, et malheureusement, ça l'est. Quand on apprend ça, la vie, non seulement ça bascule, mais tout s'écroule. Là. C'est le pire moment, entre le moment où il y a une probabilité, puis malheureusement le moment où c'est confirmé, les 2 cancers. Dans mon cas, j'ai eu une douleur, mais c'est pas relié. Malheureusement, la douleur, mais pour moi, ça a été comme un signal d'alarme pour me dire, du côté gauche, il y a peut-être quelque chose. Allons consulter. Et du côté droit, j'avais rien, mais finalement, au bout d'un moment, après les examens, on s'est rendu compte que j'avais une tumeur. Puis du côté gauche, c'était des microcalcifications. Alors, une fois tout ça passé, je pense que le moment qui devient plus... où on est dans l'action, c'est quand on sait ce qu'on a, on sait les traitements qui s'en viennent, et là, on est plus rassuré parce qu'on est bien traité quand même. Mais là, vous vivez avec ça, vous travaillez à plein temps. Oui, maintenant, oui. Mais ça, j'ai eu des traitements, j'ai eu chimiothérapie, la chirurgie avant, chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie. J'ai eu une mastectomie du côté gauche, donc j'ai eu la reconstruction aussi. Et puis là, ça fait 5 ans, donc je suis officiellement en rémission. Merci. Oui, on peut, certainement. Vous travaillez à temps plein? Oui. Tout un défi. Est-ce qu'on pourrait prendre les questions? Comment on intervient avec les femmes qui ont les gènes positifs, donc je présume BRCA1, BRCA2, et qui veulent une mastectomie préventive? Donc, on fait référence ici au cas Angelina Jolie. Docteur Bazik, je pense que vous êtes la personne tout désignée pour nous en parler. Je ne connais pas Angelina Jolie. Non, effectivement, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Essentiellement, trois voies. La première, c'est un suivi intensif. C'est pas nécessaire. Il y a beaucoup de femmes que je suis avec des mutations dans ces gènes qui ne veulent pas ou ne sont pas prêtes ou n'envisagent pas du tout de faire une chirurgie préventive, ce qui est enlevé des 2 seins. Il y a aussi les ovaires qu'il faut tenir en compte aussi. Alors, souvent, ce qui se passe, c'est quand ils arrivent à un âge où ils pensent ne plus avoir d'enfants, par exemple, autour de 35-40 ans, à ce moment-là, il y a la chirurgie ovarienne qui vient, qui, elle, diminue de moitié le risque de développer un cancer du sein quand on est porteuse d'une mutation dans ces gènes. Donc, ça retarde un peu la décision. Ça peut retarder la décision. Mais c'est très personnel parce qu'il y a d'autres femmes que je vois qui viennent de voir, par exemple, leur mère mourir ou leur sœur à très jeune âge et qui sont prêtes tout de suite, oui, je ne veux plus vivre avec cela, enlevez-moi les seins. Donc, il y a surveillance intensive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de voir le médecin aux 6 mois pour le restant de votre vie, avec des examens, par exemple, une résonance magnétique, des échographies ou mammographies aux années. Donc, et chaque fois qu'il y a quelque chose, évidemment, il faut le vérifier. Alors, c'est une voie. Donc, la voie de la chirurgie est offerte aussi. Effectivement, enlever les seins, ça enlève quasiment complètement, mais pas tout à fait, le risque de cancer du sein. C'est peut-être 95-90%, 98% enlève le risque du cancer du sein. Donc, ça marche, mais effectivement, c'est une chirurgie assez grosse. Il y a la reconstruction, par contre, qui se fait maintenant, comme on a mentionné tantôt, qui donne des résultats maintenant de plus en plus bons. Il y a une troisième possibilité, c'est de se faire suivre et de prendre un médicament qui peut prévenir ou diminuer le risque de cancer du sein, tel le tamoxifène ou les Levista. C'est des médicaments qui ont des effets secondaires, évidemment. Beaucoup de femmes ne veulent pas les prendre, mais ils ont été démontrés qu'ils peuvent diminuer d'environ la moitié le risque de développer un cancer du sein. Donc, ça, c'est les 3 alternatives. Et c'est très personnel. Ça dépend vraiment de chaque femme, de l'histoire qu'elle a vécue. Son âge, qu'est-ce qu'elle voit dans le futur, etc. C'est ce que je peux dire. Est-ce que vous faites
ça sur une base urgente? Est-ce que vous avez un protocole? Par exemple, est-ce que vous les faites voir un psychologue? Est-ce que vous avez... vous savez, c'est pas parce qu'elles viennent une journée que le lendemain, c'est irréversible. Bien, on a les conseillères en génétique sont très nous aident beaucoup à conseiller ces femmes. Et ensuite, on les suit. Effectivement, on a un service de psychologie en oncologie qui peut aussi aider à prendre ces décisions. Mais comme je vous dis, j'ai l'impression que ça dépend beaucoup du vécu, de l'histoire, de la famille qu'ils ont vu devant elles. Alors, ils ont souvent déjà pris cette décision ou pas, ou bien ils attendent et ils maturent un certain moment. Par exemple, s'il y a d'autres examens qui viennent, on découvre une bosse, c'est correct cette fois-ci, OK, mais là, chaque fois qu'il faut que j'aille peur, alors la décision, disons, se fait mature de plus en plus. Docteur Simard, lorsqu'on a des patientes comme ça, pour faire un petit peu là, la suite sur la question, c'est pas parce qu'on a un gène qu'on va... C'est difficile à comprendre pour la plupart des gens que c'est un risque. Et... Comme j'ai mentionné, Même avec un gène. Oui, même avec une mutation, un gène défectueux dans BRCA1, BRCA2, leur rôle, parce qu'on a tous les gènes BRCA1, BRCA2 naturellement, c'est des gènes de protection, c'est des gènes qui sont impliqués dans l'intégrité de notre ADN. Lorsqu'une cellule se divise, ces gènes-là sont impliqués et s'assurent que la copie dans la cellule de notre ADN soit parfaite, donc qu'il n'y ait pas de mutation. Donc ça, en partant, on sait que c'est un aspect important. Ce qu'on a découvert, et malgré que ces gènes-là, comme j'ai mentionné, ont été découverts il y a plus de 20 ans, on travaille activement. On a mis sur pied un consortium international qui regroupe une soixantaine d'équipes à travers le monde, dans plus de 30 pays. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que certaines femmes ont un risque. On dit que le risque moyen, par exemple, de développer un cancer du sein avant 70 ans, va être environ de 65 % pour une porteuse BRCA1. Mais on sait qu'il y a une variation entre 30 à 90 %. Actuellement, ce qu'on est en train de découvrir, c'est d'autres marqueurs génétiques qui vont agir, qui vont interagir avec les gènes BRCA1 et BRCA2 et modifier le risque. Donc, ce qu'on espère, c'est d'être capable d'arriver, de coupler dans les prochaines années, d'ajouter quelques informations, d'ajouter quelques marqueurs au test génétique, et là, d'être capable de dire à un groupe de femmes, comme on peut le faire actuellement, il y a 10 % des femmes, par exemple, qu'on sait qui ont leur risque, toujours un risque, toujours une probabilité, semblent plutôt avoir de 30 à 50 % de probabilité de développer un cancer du sein avant 70 ans, tandis qu'il y a 10 % des femmes qui c'est plutôt 85 % et plus. Donc, dans ces circonstances-là, ça peut aider le médecin et la patiente à prendre des choix plus éclairés sur le moment de l'intervention et qui va être le plus approprié. Donc, on espère ajouter cette dimension-là de ces facteurs génétiques qui modifient les risques. Parce qu'effectivement, on a même une patiente qui avait 100 ans, qui était porteuse de la même mutation dans le gène BRCA1, patiente française, et qui n'avait pas développé de cancer du sein. Donc, ce n'est pas un absolu. Donc, on essaie de préciser et de comprendre qu'est-ce qui arrive, quels sont les autres facteurs de modification. On sait que, par exemple, il y a d'autres facteurs de risque qui interagissent. Donc, on sait que, comme ce qui a été mentionné tout à l'heure, certains médicaments peuvent diminuer le risque de moitié, même de développer un deuxième cancer. Ça a été, une étude internationale nous a suggéré cet aspect-là. On sait aussi que, par exemple, on voit que chez les femmes qui ont eu des enfants, le risque est diminué. De 10 % à chaque enfant à terme qui est arrivé. Donc, on voit que... Donc, il y a plusieurs autres facteurs qui interagissent. Donc, c'est pas un absolu. Comme je l'ai dit, c'est une probabilité. Les probabilités, ça ne s'adapte pas à une femme en particulier, mais on essaie de plus en plus d'arriver de préciser le risque ou du moins arriver avec une information plus personnalisée. Alors, cette patiente-là de 100 ans, si elle l'avait passée par un chirurgien qui aurait enlevé ses deux seins, elle aurait été certaine que si elle n'avait pas eu de cancer, c'est grâce à la chirurgie qu'elle a subie. C'est ça le risque, hein? C'est qu'on n'est pas capable d'identifier une personne. On peut parler d'un risque en général.
De la même façon qu'on n'est pas capable d'identifier Voilà. une personne qui va développer un cancer du sein. Voilà. On est capable de dire, des femmes sont plus à risque. C'est pour ça qu'on offre le programme de dépistage à partir de 50 ans, parce que le risque est augmenté chez les femmes de 50 à 69 ans. On essaie de cibler les femmes plus à risque. C'est l'objectif, de tous les moyens possibles. C'est pour ça que parfois, il y a des patientes, juste un petit mot, il y a des patientes parfois qui passent la mammographie à tous les 2 ans puis qui disent comment ça se fait que j'ai un cancer. Mais en fait, c'est ce qu'on veut avec le dépistage, c'est quand on en trouve un, qu'on le trouve tôt. Un peu. Alors, la prochaine question. S'il y a une grossesse pendant les traitements ou après les traitements, quels sont les risques que le fœtus soit porteur du gène ou qu'il développe plus tard un cancer du sein? Mais ça, indépendamment de que la grossesse y en avant ou après, si une femme ou un homme, parce que l'homme peut être aussi porteur d'une mutation dans le gène BRCA1 ou BRCA2, c'est une chance sur 2 de le transmettre. Mais ça se peut qu'il y ait 4 enfants et qu'il n'y en ait aucun, puis ça se peut que sur 4 enfants, il y en ait 3. Mais à chaque enfant, il y a une chance sur 2 de le transmettre à son enfant. De la même façon qu'on lui transmet plein de qualités aussi. Hein? Donc, et ça, c'est important de le mentionner parce que nous, du côté génétique, et mes collègues qui s'intéressent globalement à comprendre l'aspect des susceptibilités, des risques de développer des maladies, on a tous une certaine susceptibilité à une maladie ou une autre. Donc, d'être capable de cibler la susceptibilité ou la maladie, je sais que le cancer du sein, c'est une terrible maladie, mais d'autres, malheureusement, ça va être une susceptibilité, par exemple, à la maladie de Parkinson ou à Alzheimer. Donc, c'est une chance sur 2 de le transmettre. Puis après ça, plus on descend, si on ne fait pas le test, c'est une chance sur 4. Parce que pour les enfants, donc lorsqu'on teste, on voit que plusieurs des femmes ne sont pas porteuses. OK, donc un fœtus ou un bébé qui a été en grossesse pendant ou juste après le traitement n'a pas plus à risque qu'un autre de la même famille? Non. OK. Le fait que ce soit pendant le traitement, ça n'a pas de rapport. OK, merci. OK. D'autres questions? Quelqu'un qui disait, on parle beaucoup de BRCA1, BRCA2. Est-ce qu'il y a c'est quoi les liens génétiques avec un cancer du sein triple négatif? Est-ce qu'il y a un lien? Julie, veux-tu parler ou Marc. Marc, Je peux. Ouais, Par exemple, on sait que dans les nouveaux modèles de prédiction de risque que mes collègues en Angleterre ont développés, ils incluent maintenant l'information des pathologies. Et par exemple, d'avoir une histoire familiale, ça donne une certaine indication. Lorsque on connaît le cancer du sein, par exemple, chez une femme atteinte et sa sœur donne cette information-là, on sait que c'est triple négatif, ça augmente substantiellement la probabilité que ça soit BRCA1. Ce qui est intéressant, c'est que plus on comprend les causes génétiques, comme là, de la même façon, j'ai vu les dernières statistiques, il y a eu 10 000 publications scientifiques sur les gènes BRCA1 et BRCA2, 10 000 au cours des 20 dernières années. Ça nous permet de mieux comprendre quel est le rôle de ces gènes-là dans le développement du cancer. Et on se rend compte que les cancers du sein triple négatifs, parce qu'il y a des femmes qui n'auront pas de mutation de BRCA1, BRCA2, mais les cancers triple négatifs et les cancers de type BRCA1 ont un profil, la tumeur a un profil d'expression de gènes qui est similaire. Peut-être que Marc, tu pourrais en glisser un mot, les profils génomiques au niveau des tumeurs. Tu as 2 minutes. Non, moi, ce que je voulais ajouter, c'est que la grande majorité même des cancers du sein triple négatifs ne sont pas dus à des mutations de BRCA1 et BRCA2. C'est quand même une faible minorité, même chez les femmes qui ont des cancers du sein triple négatifs, qui sont soi-disant les plus agressifs maintenant. Donc, c'est quand même une minorité. C'est 10 à 15%, pas plus. Par contre, ce qu'on fait de plus en plus, surtout chez les jeunes femmes qui ont des cancers du sein triple négatifs, on fait un dépistage de mutations dans les gènes, parce que c'est quand même 10%. C'est un peu notre seuil de dépistage, de faire les dépistages. Pour ce qui est des cancers du sein triple négatifs, il y a plusieurs types. On voit qu'on les appelle, il y a 3 types, mais si on regarde plus en profondeur, les 3 types deviennent 18 types. Et si on regarde plus en profondeur, ils vont devenir 100 types, etc. Plus en plus on regarde les cancers, les tumeurs du sein, plus on se rend compte que chaque tumeur est différente de l'autre, d'une autre personne. Et ça va rendre éventuellement, je pense, la découverte de nouveaux traitements un peu plus difficile, parce qu'il faudra vraiment regarder chaque tumeur
comme elle est et l'analyser elle-même. C'est pour cette raison que la recherche doit être basée de plus en plus sur la biopsie de ces tumeurs et l'analyse génomique de ces tumeurs. Donc, les cancers du sein triple négatifs, par exemple, on dit maintenant qu'il y a 6 sous-types de cancers du sein triple négatifs déjà. Et le traitement peut varier selon les sous-types. Là, on parle évidemment, vous permettez, on parle beaucoup de gènes et tout, mais en fait, même en bas de 40 ans, est-ce que la majorité des patientes a une mutation dans le gène BRCA1 et BRCA2? Non, pas du tout. C'est une faible minorité, même en bas de 40 ans. C'est en bas de 10%. Donc, on parle, et c'est ça le problème, le but de faire de la recherche chez les jeunes femmes, les cancers du sein chez les jeunes femmes en bas de 40 ans, parce que la plupart, on ne sait pas, on n'a pas de mutation dans ces gènes-là. Madame Paquet, est-ce que vous avez subi ce counseling génétique et toutes ces choses qui vont avec? Oui, tout à fait. Parce que j'avais une histoire familiale chargée. Moi, ma mère est décédée d'un cancer du sein en 1986. Mon arrière-grand-mère aussi, plus avant ça. Mais puis j'ai une tante et une cousine qui ont eu un cancer du sein aussi, qui ont survécu. Donc j'étais une candidate de choix pour passer le test, mais ça a été négatif. J'ai pas de mutation du gène. Pour le moment, il y a sûrement quelque chose. C'est pour ça que l'importance de continuer la recherche dans le domaine. Merci. Actuellement, on est capable d'expliquer environ si on parle de l'hérédité, le cancer du sein, on connaît environ les facteurs génétiques impliqués dans le tiers de l'hérédité. BRCA1, BRCA2 expliquent environ 15 à 20% de la composante génétique. Il y a d'autres gènes un peu plus rares, mais qui augmentent le risque de 2 à 4 fois et qui expliquent environ 5%. Et il y a aussi des variations qui sont beaucoup plus fréquentes dans la population, qui augmentent le risque légèrement, de 10 à 30%. Et ça, on en connaît maintenant 75. Et on a une recherche très active dans des consortiums internationaux actuellement pour comprendre les différents types de facteurs génétiques qui peuvent influencer afin de mieux comprendre les causes qui sont sous-jacentes à des cancers du sein chez les jeunes femmes. Merci. Pour continuer avec les cancers du sein triple négatifs, on demande est-ce qu'il y a plus de chances de récidive? Puis on demande aussi quel doit être le suivi. Puis en même temps, on me demande c'est quoi le rôle de l'exercice dans la prévention des récidives? Pas nécessairement juste pour triple négatif, mais de façon générale. Julie, est-ce que tu veux parler de... Alors, effectivement, les cancers du sein triple négatif sont plus agressifs. Puis aussi, pour ces cancers-là, on a seulement la chimiothérapie comme moyen de diminuer les chances de développer des métastases. On ne peut pas donner d'anti-hormones, on ne peut pas donner d'anti-HR2. Donc, on essaie de donner la chimiothérapie la plus efficace qu'on a. Cependant, la majorité quand même des patientes qui ont un cancer du sein triple négatif vont survivre à leur cancer du sein. Et chez les patientes qui ont un cancer triple négatif, lorsqu'elles n'ont pas récidivé après 5 à 7 ans, c'est très rare qu'elles vont récidiver plus tard. Contrairement aux patientes qui ont des cancers avec des récepteurs hormonaux positifs, où il y a un pic de récidive dans les 2-3 premières années, mais par la suite, elles ont toujours un petit risque de récidive qui persiste jusqu'à 10 ans et même un peu après. Donc, peut-être que le triple négatif, ça va être peut-être le cancer qu'on va considérer après 5 ans, qui peut-être va être guéri, lui. Effectivement. Et quand vous dites qu'il y a un risque de récidive après 5 ans, est-ce que c'est une raison pour laquelle on a essayé de continuer certains traitements anti-hormonaux? En fait, pour les patientes qui ont un cancer du sein hormonodépendant, auparavant, on donnait 5 ans de tamoxifène, qui est l'anti-hormone de choix chez les patientes non ménopausées. Et comme on savait que le risque persistait après 5 ans, il y a des études récentes là, qui ont démontré que 10 ans de tamoxifène diminuait encore plus le risque de récidive que 5 ans de tamoxifène. Merci. Oui. Je pense qu'il y avait une question, je m'excuse, concernant le suivi aussi. En fait, l'exercice physique, est-ce que ça pourrait aider de façon générale, mais aussi pour les triples négatifs, ça peut aider à réduire le risque de récidive? En fait, il y a beaucoup de données sur l'activité physique en cancer du sein, puis la plupart des études ont porté sur la qualité de vie, la réduction des symptômes. Donc, c'est clair que l'activité physique a démontré une amélioration de la qualité de vie chez les femmes qui reçoivent la chimiothérapie ou une hormonothérapie. Concernant le risque de récidive, il y a des données qui nous laissent croire qu'il pourrait peut-être avoir une diminution de risque de récidive chez les patientes qui font de l'activité physique, mais on n'a pas d'études à large échelle qui ont prouvé cela. OK. D'autres questions?
Tout à l'heure, vous avez mentionné pour le suivi, mais moi, je me demandais, après un cancer, le suivi qui doit être fait, est-ce qu'il y a des examens ou c'est simplement nous de savoir si on a quelque chose qui semble anormal ou s'il y a des examens qui doivent être faits aux 6 mois, aux années? Docteur Lemieux? En fait, les recommandations, là, la plupart des organismes internationaux recommandent de faire une mammographie annuelle. Donc, on veut dépister soit une récidive locale ou un nouveau cancer et recommandent de voir le médecin environ aux 6 mois, puis ensuite aux années après 5 ans pour avoir un examen physique, donc faire examiner les seins, voir comment le patient va. Mais ce n'est pas recommandé de faire des radiographies, des échographies, des prises de sang. Ça a été démontré que ça ne va pas faire vivre les patientes plus longtemps. Donc, il faut que la patiente, par exemple, reste à l'écoute. Donc, si la patiente a un nouveau symptôme, une nouvelle toux qui s'en va pas, une nouvelle douleur qui s'en va pas, là, c'est important de consulter pour faire des examens radiologiques. Mais d'emblée, il faut rassurer les patientes que le suivi nécessaire, c'est un suivi avec un examen physique et une mammographie annuelle. Est-ce que vous connaissez le pourcentage des femmes victimes du cancer du sein qui ont été traitées et que le cancer se développe en cancer secondaire dans les os? Est-ce que c'est quelque chose de fréquent ou c'est de la malchance? En fait, ce que vous parlez, ce sont des métastases osseuses. Il faut savoir qu'au diagnostic, tantôt, Dr Bazik parlait que la plupart des femmes se présentent avec une bosse au sein. Parmi ces femmes-là, 95% n'auront pas de métastases au moment où le chirurgien va faire l'opération. Par la suite, dépendamment du stade de la maladie, nous, on regarde quand le chirurgien a fait l'opération, c'était quoi la grosseur de la tumeur, est-ce qu'il y avait des ganglions atteints. Basé là-dessus, ça nous dit un peu c'est quoi les chances que dans les 5 à 10 prochaines années se développent justement des métastases dans les os ou dans le foie. Et basé sur ce risque-là, on décide quel traitement on doit donner, par exemple la chimiothérapie, des anti-hormones pour diminuer ce risque-là. Malheureusement, le risque n'est jamais zéro. Donc, il est possible que dans les années qui suivent, certaines patientes développent des métastases de leur cancer. Mais ce n'est pas la majorité. OK, merci. Il y a quelqu'un qui aimerait savoir un peu plus spécifiquement qu'est-ce que c'est les traitements anti-hormonaux. Docteur Lemieux ou Docteur Bazik? Docteur Lemieux? Alors, les traitements anti-hormonaux, comme je disais un peu plus tôt, à peu près 60% des patientes qui ont un cancer du sein à moins de 40 ans ont dans leurs cellules des récepteurs hormonaux positifs qu'on appelle. Donc, une fois que le chirurgien a enlevé la masse, on n'a aucun moyen de savoir s'il peut avoir des cellules dormantes dans les os, dans le foie, qui pourraient, dans les années futures, se réveiller. Donc, les traitements anti-hormonaux sont des médicaments pris en comprimé une fois par jour pendant des années qui vont bloquer l'action des hormones pour empêcher ces cellules-là de progresser si jamais il y en avait. Ces médicaments-là, est-ce que ça cible l'estrogène ou est-ce que c'est ça cible les estrogènes, les tamoxifènes qu'on peut donner chez les patients qui sont non ménopausés, qui va bloquer l'action des estrogènes. Il y a une autre classe de médicaments qu'on appelle les inhibiteurs de l'aromatase qui fonctionnent seulement chez les patients qui sont ménopausés en empêchant la formation d'estrogènes. Est-ce que je peux continuer? Juste, si une patiente, après son traitement de chimiothérapie, a encore ses menstruations, est-ce que c'est grave? Est-ce que vous voulez qu'elle ait une ovariectomie ou est-ce que... Ce n'est pas grave. En fait, la question de savoir est-ce qu'on devrait, de façon artificielle, rendre la patiente ménopausée. Actuellement, les recommandations en général, c'est de ne pas le faire. Mais il y a des grosses études internationales de milliers de patientes qui ont été faites, dont on attend les résultats d'ici 1 an ou 2, qui vont nous permettre là, d'avoir une réponse finale. Merci. Je vous en prie. En lien avec les traitements hormonaux, vous avez parlé de 5 ans et 10 ans. C'est assez étonnant quand on est dans l'officine d'un médecin que tout d'un coup, on était parti pour 5 ans, puis là, pouf, on est parti pour 10 ans, puis on a l'impression qu'on est tributaire des études. Et de l'horizon, depuis combien de temps qu'on donne ce médicament-là pour qu'on puisse suivre et dépister les effets et comprendre que, OK, oh boy, tigidou, faut le prolonger parce que là, on a quelqu'un qui nous dit qu'il faut le prolonger. Je suis moi-même allée lire certaines études. Puis, chapeau, hein? Vous avez parlé de 10 000 tout à l'heure, là. En tout cas, si vous lisez 10 000 choses comme ça, là, c'est assez impressionnant. Mais voilà. Et alors, ça, c'est un petit peu inquiétant, j'oserais dire. Sur le plan rationnel, tu sais, nous autres, quand on est dans l'officine, on dit, écoute, est-ce qu'ils savent où est-ce qu'ils s'en vont? En plus, tu as des oncologues qui pensent une chose et d'autres qui pensent l'autre.
Il y en a qui sont pas toujours d'accord avec le traitement anti-hormonal parce qu'il y a des effets secondaires. Et plus on le prolonge, il y a des effets aussi secondaires permanents. Et ça te rajoute un autre log, que j'appelle, là, parce que là, il faut que tu suives un autre médecin qui te suit parce que ça a d'autres effets ailleurs. Merci. Docteur Balzic, est-ce que vous voulez dire un petit mot? Non? La médecine est un art aussi. C'est la seule chose que je peux dire. C'est effectivement l'interprétation des données scientifiques et il y a une subjectivité aussi dans l'interprétation scientifique. La science n'est pas objective complètement. Et la pratique, ensuite, une autre chose, on est devant une personne. On n'est pas devant une statistique, donc il y a beaucoup de facteurs qui viennent et s'ajoutent à une interprétation des dernières données. Effectivement, les dernières données, il semble dire que c'est peut-être une bonne idée chez certaines femmes qui ont des tumeurs qui pourraient répondre aux hormones de prolonger le traitement anti-hormonal pour un autre 5 ans. C'est des études qui ont été faites avec des dizaines de milliers de patients, comme vous le savez. Et voilà, et avec des études qui avaient été faites il y a 10 ans avec un plus petit nombre qui n'avaient pas vu cet effet. Peut-être il n'y avait pas assez de femmes, possiblement. Peut-être maintenant, on n'est plus capable de mesurer peut-être les tumeurs, savoir lesquelles sont vraiment hormonodépendantes, lesquelles ne le sont pas. Il y a tellement de facteurs. Donc, effectivement, la médecine se base sur la science, mais ça demeure aussi un art. Mais il faut mentionner aussi que lorsqu'on parle des traitements anti-hormonaux, il y a plusieurs composés. Et dépendamment des études aussi, il y a toutes sortes de façons d'administrer. Parfois, ça peut être et la dose qui est utilisée. Donc, ça peut être des variations qui font en sorte que les résultats ne seront pas nécessairement les mêmes. À haute dose ou à dose intermédiaire, les effets peuvent être différents. On voit aussi qu'il y a des nouveaux médicaments qui sont presque la même chose, mais qui vont être libérés dans le sang de façon régulière au lieu d'être une prise seulement. Donc, on voit que la façon qu'on va utiliser le médicament, sa formulation, le nombre la dose auquel on va le prescrire, tout ça peut faire que dans une étude, les résultats soient différents. C'est pas que les premiers scientifiques n'avaient pas fait la bonne étude ou avaient été trop impatients ou n'avaient pas attendu assez longtemps. C'est juste que parfois, il y a des légères améliorations qui sont pas souvent mis dans le titre de la publication, mais quand on lit comme il faut, la façon qu'ils ont administré, la façon que l'étude a été effectuée, on voit que ces variations-là semblent faire en sorte que la balance bascule vers plus le positif que vers l'absence d'effet positif. Je pourrais ajouter, si vous permettez, que actuellement, une patiente qui a un cancer du sein, elle a 88% de chance d'être en vie dans 5 ans. Lorsque j'ai commencé, il y a 25 ans, ce n'était pas ça. On enlevait aussi beaucoup plus de 5 maintenant. On ne donnait pas de la chimiothérapie en prévention, comme le docteur Lemieux l'a précisé. On ne donnait pas non plus du tamoxifène en prévention. Au fil des années, on a eu des questionnements. On s'est dit, bien écoute, on le donne quand les patientes ont des métastases, ces traitements-là. Est-ce qu'on ne pourrait pas le donner avant pour les prévenir? Et on s'est aperçu que oui. Et je me souviens parce qu'on a participé à Saint-Sacrement, à toutes ces études-là, il y a des patientes qu'on faisait une étude pour voir si lorsque les ganglions étaient atteints, si on donnait une chimiothérapie, est-ce que c'était avantageux? Et je me souviens, les patientes me disaient, ouf, je suis tombée sur le bras de pas de chimiothérapie, je suis contente. Mais finalement, celles qui ont été mieux, c'est celles qui en ont eu. Et au fil des années, il y a eu des améliorations comme ça grâce à la générosité des patientes qui ont bien voulu participer à des études, qui sont devenues des changements de pratique. Alors, oui, je comprends que l'interprétation peut être différente, mais en même temps, ces patientes-là ont été assez généreuses pour prendre un risque. Certaines de ces patientes-là ont vu un avantage, finalement, à participer à ces études-là. Il ne faudrait pas que, sous prétexte qu'on peut effectivement, on peut les interpréter de façon différente, mais il reste que les résultats sont là et ne pas s'en servir, ce serait dommage. Un peu pour poursuivre, quelle est votre façon d'intervenir ou de réagir quand les patients refusent le traitement proposé ou en tout cas sont réfractaires, résistent un petit peu? Comment vous réagissez? Quels sont vos trucs? Marc et Julie, c'est... En fait, je pense que
faut souvent laisser un peu de temps de réflexion et de creuser un peu les raisons. Tu sais, quand on voit les patientes, là, c'est comme disait Mme Paquette, là, leur monde vient de s'écrouler, là. Ils viennent d'apprendre qu'ils vont avoir un cancer. On leur dit qu'ils ont besoin de chimiothérapie, de radiothérapie, parfois d'anti-HR2, qu'ils vont avoir 1 an de traitement. Là, des fois, c'est comme trop à prendre, là. Donc, des fois, il faut laisser... 1 semaine ou 2 pour que les patients prennent un peu de recul, rencontrer la psychologue, l'infirmière pivot, essayer de voir pourquoi. C'est-tu parce qu'ils ont les patients qui ont des phobies des piqûres, par exemple, peur des nausées, veulent pas perdre leurs cheveux, différentes raisons. Donc, moi, je suis souvent patiente, je comprends votre réticence aujourd'hui, mais laissons-nous 1 semaine. Pensez-y, vous rencontrez telle personne, puis on se revoit dans 1 semaine, puis on en discute. Donc, tu sais, je pense qu'il faut comprendre les patientes qui réagissent comme ça, mais il faut les aider à cheminer puis à comprendre pourquoi elles réagissent comme ça. J'ai rien ajouté. Mais on les respecte quand même, ces patientes-là. Il y a des patientes qui ont décidé de ne pas aller dans le sens qu'on l'on voulait. On ne ferme pas les portes. Non, ça ne veut pas dire tu n'as pas fait ce qu'on veut, on ne veut plus te revoir. C'est pas ça qu'il faut faire. L'important, je pense que notre rôle en tant qu'équipe médicale, c'est que les patients aient la bonne information, comprennent l'information. Et si pour une patiente, elle peut avoir 10 % de chance de moins de récidive avec la chimiothérapie, pour elle, c'est pas important. C'est correct, c'est sa décision. Moi, je en tant que vous soyez capable de bien dormir avec votre décision, c'est correct. Puis on souhaite tous que 5 ans plus tard, elle rit de nous autres de lui avoir offert ça alors qu'elle n'a pas pris puis qu'elle est encore là. Une petite question, Dr. Bazik. Vous avez parlé un peu de la diversité au niveau des tumeurs. Est-ce que vous pensez qu'à long terme, la thérapie, l'immunothérapie pourrait être envisagée? Est-ce que les cancers du sein réagissent bien ou est-ce que ça pourrait être une possibilité? À long terme, à court terme. Oui. Il y a des études, effectivement, de plus en plus. L'immunothérapie, on a toujours pensé que le système immunitaire avait quelque chose à faire avec le développement d'un cancer. Il y avait des études plein chez les animaux. On voyait même des changements, mais on n'avait jamais une capacité d'appliquer ça chez les humains. Ça marchait jamais. On tentait toutes sortes de vaccins, etc. Mais récemment, dans des cancers où vraiment il n'y avait rien d'autre, quasiment, comme le mélanome, ça commence à marcher. Et là, on regarde ces traitements dans le cancer du sein aussi. Il y a des résultats prometteurs dans ce domaine. Donc, je pense que peut-être l'immunothérapie, finalement, a maturé au point qu'elle peut être appliquée dans des études de recherche, comme le Dr. Provencher les a mentionnés, des études bien contrôlées, pour ensuite en déceler les avantages et les appliquer. Est-ce que ces recherches-là sont conduites ici au Canada ou on ne parle pas encore de ça à ce moment-là? Oui, il y en a certaines qui sont au Canada. Pas beaucoup, mais il y en a certaines. Là, ça commence là maintenant. Au mélanome, absolument. Pour d'autres cancers, oui. Pour le cancer du sein, peut-être toi, tu vas le savoir mieux, mais il y en a qui s'en viennent, qui commencent déjà au Canada aussi. Bonsoir. Moi, j'ai une question qui s'adresse peut-être plus à Dr. Simard concernant la génétique. Si une patiente a un cancer du sein en bas de 40 ans, puis qu'elle se trouve qu'elle a la mutation BRCA1 et qu'elle fait faire un test à sa fille, peut-être, je sais pas si les tests se font à l'âge dans l'adolescence ou ils peuvent se faire à tous les âges, mais si elle se trouve que sa fille a aussi la mutation, moi, je veux savoir comment elle est suivie avant 40 ans. Comment la patiente, même si elle n'a pas le cancer du sein, est-ce qu'elle va être... À quoi va ressembler son suivi, en fait? Est-ce qu'elle va être différent qu'une autre femme? C'est certain que son suivi va être différent. Ça dépend des recommandations qui ont été faites au Canada. Habituellement, les tests sont offerts après 18 ans. Là. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on va offrir un test à l'adolescence. J'ai une de mes collègues en Ontario qui s'intéresse particulièrement à l'impact des adolescentes dans les familles qui ont des mutations BRCA1, BRCA2. Et on espère que les résultats vont être intéressants et que ça va nous éclairer. Mais pour l'instant, les tests sont offerts à des femmes habituellement à la au début de la vingtaine. Et là, comme ça a été mentionné tout à l'heure, ça semble un peu pas si précis, mais la densité des seins chez les femmes plus jeunes est différente et la mammographie est beaucoup moins de capacité de déceler de fines tumeurs. Donc, c'est couplé avec une autre méthode d'imagerie qu'on dit la résonance magnétique. Donc, habituellement, ils vont coupler les deux approches. Dépendamment du médecin, dépendamment de l'évolution des connaissances et des approches,
Docteur Basic ou Provencher peuvent parler, mais moi, ce que j'ai lu dans la littérature, c'est qu'à partir de 25 ans, souvent, ces femmes-là vont commencer à être suivies de plus près. Et c'est un avantage pour ces femmes-là de le savoir, parce qu'elles peuvent revendiquer un suivi de façon beaucoup plus près. Et on espère que ce suivi-là va permettre de détecter le cancer lorsqu'il est beaucoup plus petit et beaucoup plus facile à traiter, avec beaucoup moins d'effets secondaires, des traitements qui vont être probablement moins agressifs. Donc, et comme on l'a dit tout à l'heure, la dimension de la tumeur ou le stade de la tumeur a un rôle important sur les chances de survie et tout ça. Donc, plus on espère détecter plus tôt, plus on espère améliorer la qualité de vie de la patiente. Mais j'aimerais avoir une précision dans la pratique de votre clinique. Est-ce que chez les jeunes femmes? Souvent, chez les jeunes femmes, comment on suit? Quand est-ce qu'on commence? C'est souvent 5 à 10 ans, dépendant, mais la plupart du temps, c'est 5 ans avant le plus jeune cancer. La femme qui a eu le plus jeune cancer, la plus jeune des patientes qui a eu un cancer dans la famille. Si, par exemple, dans toute une fratrie, dans toute une famille, c'est la cousine qui a eu un cancer à 30 ans, on va commencer 5 ans avant avec les autres de la famille à les suivre avec une résonance magnétique, une échographie, un examen des seins. Et on va les suivre à ce moment-là, chaque année, avec ces techniques d'imagerie-là, et chaque 6 mois avec un examen des seins. Mais il faut faire attention à ça aussi. On voudrait que les suivre régulièrement, mais en même temps, on ne veut pas trop les inquiéter. Parce que, vous savez, c'est quelque chose de demander à une jeune fille qui est à l'université, qui a plein de choses à faire, de venir à chaque 6 mois, à chaque année, avoir un test, aller voir son médecin. Le danger de ça, si on les inquiète trop, si on continue à leur... puis souvent, les tests sont anormaux parce qu'ils ne sont pas faciles à interpréter. Alors souvent, là, quand ils arrivent à l'âge où dans la famille, plusieurs ont un cancer, ils arrêtent d'aller à leur résonance, où ils sautent 1 année ou 2 années. Et parfois, c'est là que la maladie arrive. Alors, c'est pour ça qu'il faut... c'est un travail d'équipe aussi. C'est un travail de support de notre équipe aussi, de pouvoir les rassurer, leur dire, écoutez, il faut venir, ça vaut la peine, mais non pas les harceler. Quelqu'un demandait si, après avoir été traité d'un cancer du sein dans un sein avec chirurgie et radiothérapie, est-ce que s'il y a un autre cancer, s'il y a une récidive dans le même sein, est-ce que c'est vrai que c'est la mastectomie totale la seule option possible? Docteur Basic. Ça dépend. Dans la plupart des cas, oui. Par contre, il y a d'autres formes de radiothérapie qui pourraient se donner. Ça dépend des facteurs, la grosseur maintenant, la grosseur avant, la grosseur du sein, ce qui reste du sein, cosmétique, etc. Et aussi, il y a des formes de radiothérapie qui sont plus ciblées maintenant, la brachythérapie qui pourrait se donner dans ces cas-là parfois, mais le standard demeure quand même la mastectomie dans une récidive. Il faudrait avoir une bonne raison. Mais il y a d'autres alternatives. Il faudrait discuter avec la patiente. Est-ce qu'une reconstruction peut être discutée? Oui, à ce moment-là, oui. Clairement, quand je dis mastectomie, ça implique presque souvent, dans ces cas-là, une reconstruction sur le champ immédiate. Dépendant, évidemment, de la grosseur de la tumeur et toutes les choses qui vont avec. Alors, je vous remercie d'avoir été là. Je remercie les IRSC de nous avoir permis de tenir ça ce soir, la Fondation du cancer du sein. Et je vous remercie, vous autres, d'abord, qui avez présenté, Madame, qui nous avez un peu donné des émotions, beaucoup d'émotions, mais aussi un bel exemple. Et puis, tout le monde qui était là ce soir. Merci beaucoup.